La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec ce matin le risque de contagion dans les universités françaises. Oui, après Sciences Po, c'est la Sorbonne qui a été bloquée hier quelques heures, raconte le Figaro, idem à Reims, à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. D'autres actions se préparaient à Strasbourg, Bordeaux, Rennes et Lyon. Et c'est d'abord le calendrier qui veut ça. Depuis 1968, on sait qu'en France, le mois de mai est généralement propice à la contestation étudiante. Et puis, il y a aussi ceux qui soufflent sur les braises. Et c'est Stéphane Dupont des Échos qui nous décrypte la stratégie de LFI qui est à la manœuvre. Les insoumis brandissent la cause palestinienne, moins pour gagner des voix aux européennes que pour marquer les esprits en vue de la présidentielle, explique-t-il. Les jeunes, les musulmans, la gauche anti-israélienne lui seront acquis pour la prochaine échéance. C'est en tout cas le pari que fait Jean-Luc Mélenchon. Mais se rend-il bien compte de ce qu'il est en train de faire, des passions nauséabondes qu'il est en train de faire ressurgir? Pour comprendre ce qui est en train de se passer dans nos universités, il faut sans doute observer ce qui arrive aux États-Unis. Et ce matin, c'est Nicole Bacharan qu'il faut lire. Cette politologue, grande spécialiste des USA, signe un long éditorial à la une de Ouest France. C'est un antisémitisme radical, potentiellement assassin, exterminatoire, que l'on voit ces jours-ci s'enflammer sur les campus américains, écrit-elle. Et cette peste antisémite est nourrie par l'inquiétante dérive post-marxiste de la mouvance woke. Pour ces jeunes, poursuit Bacharan, le monde se divise en deux. Les oppresseurs, blancs, mâles, et les opprimés, non blancs, membres d'une minorité religieuse ou sexuelle. Les premiers ont toujours tort, les seconds toujours raison. Les juifs, qui furent longtemps le groupe le plus menacé du monde, n'ont plus le droit au statut de minorité. Les voici devenus oppresseurs, blancs, qualifiés de nazis. C'est le retour du bouc émissaire sur lequel se concentrent toutes les pulsions de mort. C'est à lire à la une de Ouest France. Allez, on change complètement de sujet avec la une du Parisien qui pourrait sembler après cela anecdotique. Oui, et même franchement parisien, parce que depuis quelques jours, un viaduc autoroutier qui enjambe la Seine est coupé. Des fissures ont été détectées, alors il y a bien sûr des embouteillages monstres, mais il y a plus grave, car derrière le cas de l'A13, c'est l'ensemble du réseau français qui se fissure, raconte Frédéric Mouchon. Et certains verront sans doute le signe de plus d'un décrochage de notre pays qui, jusqu'en 2012, était considéré par des classements internationaux comme ayant les meilleures infrastructures routières. Depuis, il y a eu une baisse du financement de l'entretien des routes, admet un spécialiste. Nid de poule, glissière de sécurité hors d'âge, 25 000 ponts seraient aujourd'hui jugés dangereux. Évidemment, tout cela coûte cher à entretenir, mais le journal rappelle que l'automobiliste, à travers les taxes sur les carburants, verse 45 milliards chaque année à l'État pour l'entretien de la chaussée. Seulement, cet État a perdu le réflexe d'utiliser cet argent pour entretenir le réseau. Allez, on reste dans le monde de l'automobile, mais on parle cette fois d'art contemporain. Et c'est une histoire singulière que nous raconte Martine Robert dans Les Échos. Celle de la Régie Renault, qui dans les années 70 est devenue l'un des premiers collectionneurs d'art au monde. Le constructeur automobile invitait effectivement des flopées d'artistes à créer dans ses usines. Armand, Vasarely, Dubuffet, Niki de Saint-Phal, Rauschenberg et beaucoup d'autres. C'est un certain Claude Renard, cadre à la régie, qui arrive à convaincre le PDG de l'époque de faire venir des artistes dans les usines pour qu'ils s'approprient les moyens de production. Sans Renault, Armand n'aurait jamais pu faire toutes ces célèbres compressions, explique le journal. En 10 ans, la collection Renault va s'enrichir de 550 pièces, parfois monumentales, puis tout s'arrête au tournant des années 80. Commence alors une autre histoire, celle du détournement de la collection, un scandale incroyable mais qui n'intéresse plus grand monde chez Renault. Aujourd'hui, cette collection pourrait enfin retrouver un peu de lumière. Une partie des toiles va tout de même être vendue aux enchères. Alors, ce tableau-là, aucune chance qu'il soit un jour vendu par le Louvre, mais on se demandait quand même un peu ce qu'il était devenu. On termine avec le grand retour du tableau le plus célèbre de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Alors même si vous n'êtes pas amateur d'art, vous avez forcément vu sa reproduction des centaines de fois, cette dame dépoitraillée brandissant un drapeau tricolore sur une barricade. Les plus vieux d'entre nous se souviennent qu'il ornait les billets de 100 francs. Eh bien, le tableau est de retour après 6 mois de restauration, nous indique le Parisien. Yves Jéglé, qui a pu le voir, affirme que les couleurs sont superbes. On pourra le redécouvrir à partir de jeudi au Louvre et y emmener les étudiants de Sciences Po. On leur expliquera que le tableau n'est pas inspiré par 1789, mais par les Trois Glorieuses de 1830. Normalement, ils doivent avoir appris ça.
on leur montrera aussi, et ça c'est moins sûr, que c'est bien la liberté et non pas le wokisme qui doit guider le peuple. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.